Salut, c'est ma deuxième vidéo concernant la programmation des boîtiers MaxEQ. Dans celle-là, je parlerai des fonctionnalités avancées, donc ce qui est dans les Advanced, plus de certaines fonctionnalités qui sont pour moi des fonctionnalités avancées, mais qui n'apparaissent pas dans ces menus, mais ailleurs dans les inputs-outputs. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser que je n'ai aucune affiliation avec MaxEQ. Je suis même en assez mauvais termes avec eux. Ils m'ont accusé de faire exprès de chercher et de reporter des bugs. Donc moi, je leur ai promis en retour que je ne reporterai plus de bugs. Mais j'ai beaucoup galéré parce que la doc euh, de ces fonctionnalités avancées n'est pas terrible ou est carrément absente. Et je pense que oui, les fonctionnalités, certaines sont pas testées, elles sont buggées. Et je pense que ça tient en fait que la plupart des gens n'utilisent pas ces fonctionnalités. Donc moi, j'ai regardé les cartos disponibles sur leur site, aucune n'utilise certaines fonctionnalités. Et moi, j'aimerais que ça change parce que je trouve que ces boîtiers sont géniaux, mais je pense aussi que la plupart des gens utilisent ces boîtiers tout simplement parce que les mappeurs les connaissent et parce que ce ne sont pas des boîtiers très chers pour ce qu'ils offrent, si vous comparez avec des Motec ou autres. Et j'aimerais bien que ça s'améliore. Et pour ça, il faut qu'il y ait plus de gens qui les utilisent, mais plus de gens qui veulent autre chose que juste un bourrin qui fasse 1000 chevaux à fond, mais qui est incapable de tenir le ralenti ou de juste qu'on ne peut pas utiliser pour faire du 80 à l'heure. Je pense que la plupart des gens qui remappent enfin, ou qui font remapper leur moteur s'intéressent juste aux chiffres, à la puissance, mais finalement leurs voitures sont inconduisibles parce qu'on voit bien que la plupart des gens, je sais pas, je regarde les vidéos de EMS, il y en a plein, leur voiture ne tient pas le ralenti. En fait, ils ne régulent même pas le ralenti. Il est en boucle ouverte. Par une voiture comme ça, en ville, c'est inconduisible. Enfin, eux, peut-être que ça les arrange, mais franchement, c'est pas une voiture normale, quoi. C'est un prototype. Moi, j'aimerais que ça change parce que je pense que ces boîtiers méritent mieux. Mais pour ça, il faudrait que la doc s'améliore. Et pour ça, il faut qu'il y ait plus de gens qui les utilisent. Et pour ça, il faut que les gens comprennent ce qu'ils peuvent faire avec ces boîtiers. Donc, c'est un peu mon but, c'est de pousser un peu à la conso, même si je n'y gagne rien, à part avoir moins de bugs dans ces boîtiers que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, tout ce qui se trouve là-dedans, il faut voir ça comme des boîtes de data processing. Donc vous avez des paramètres en entrée, vous calculez quelque chose et vous sortez un paramètre en sortie que vous pouvez ensuite réinjecter de nouveau, par exemple dans les boîtes d'ici ou ailleurs. Mais pour commencer, il vaut mieux revenir là-dessus, donc sur le login que je vous avais montré, parce que ici on a la liste des paramètres qui sont disponibles dans le moteur. Donc ça c'est globalement, vous voyez, c'est tout ce qu'on peut utiliser comme entrée-sortie dans les boîtes de processing, qu'elles soient advanced ou même des cartes normales, genre injection. Et ici, il y en a un gros paquet. Donc ici, par exemple, bon, je vais vous montrer certaines. Donc par exemple, ici, vous avez un analog input, c'est un analog input comme voltage. Donc en fait, ça, ce sont les signaux réels qui sont en entrée du boîtier, donc de 0 à 5 volts. Alors que ça, à chaque fois que vous assignez une pinoche à un signal, vous pouvez tout de suite déjà transformer le signal en quelque chose d'autre. Par exemple, avoir une valeur entre 0 et 10 et pas des volts, ce qui simplifie ensuite l'utilisation. Et ensuite, dans les cartos, vous êtes libre d'utiliser soit ça, donc AIN 1 ou enfin AIN 2, par exemple, et AIN 2. Mais en général, ça sera mieux puisque ça aura plus de sens physique pour vous. Donc là, il y a un certain nombre de paramètres qui sont liés au diagnostic et à l'état du boîtier lui-même. Donc voilà, vous avez des erreurs qui ont été détectées, des choses comme ça. Il y a le monitoring, donc ça, ce sont les pressions et les températures. Par exemple, vous pouvez faire des actions, des cartos ou d'autres choses en fonction de la température qui est trop basse, trop haute ou pression, etc. En sachant que vous avez aussi ce truc de limite où on vous
vous a déjà prédéfini certaines, donc soit certains comportements, soit par exemple les bouscat rêve limit ou les warnings. Mais vous pouvez ajouter vous-même d'autres warnings parce qu'il y a des fonctions pour créer des warnings. Et les warnings, c'est un truc qui s'affiche à l'écran. Donc, j'ai demandé, comme moi, quand je mappe les moteurs, je suis tout seul et j'utilise le laptop. J'ai demandé d'ajouter des fonctions qu'on pourrait donc activer pour soit pour que le PC bip, soit pour qu'il flash l'écran, parce que bah, quand il y a une alarme, moi je regarde pas tout le temps l'écran, hein. Moi je définis quelque chose, ensuite je conduis et ensuite je regarde les logs, donc je regarde pas l'écran, je regarde la route. Et là, si ça commence à biper, ben c'est pas mal parce que ben, on peut arrêter par exemple quelque chose en sachant qu'il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est programmable. Donc vous pouvez vous-même, ici, ils ont prédéfini certains warnings, mais vous pouvez en créer d'autres. Bon, on va revenir là. Donc ici, il y a euh, des choses en plus. Je pense pas que ça existe vraiment dans d'autres boîtiers. Je connais pas tous les boîtiers, bien sûr. Par exemple, vous avez tous les paramètres dans le engine control, tous les paramètres de base, mais vous avez aussi le temps en général. Donc, par exemple, EQ on time, EQ runtime. Donc ça, c'est depuis qu'on a mis la clé. Ça, c'est depuis qu'il a démarré. D'ailleurs, il n'y a pas de définition. Il n'y a pas la définition de ce signal, donc on ne sait pas si c'est à partir du moment où il a détecté que le vélo tourne, ou est-ce que c'est quand il a dépassé les RPM de démarrage. Donc tous ces signaux, en fait, ils s'appellent RT data, donc real-time data, dans la doc, mais la plupart ne sont pas décrits. Il y a aussi un peu le bordel parce que par exemple ici ça s'appelle throttle position, mais vous voyez ça s'appelle TPS rate, mais en fait dans beaucoup d'endroits ça s'appelle TPS et pas throttle position. Bon voilà, c'est le problème, c'est quand vous avez les mêmes notions qui ont plusieurs noms, des fois c'est pas très clair. Donc dans les temps, il y a des trucs très forts, hein. Par exemple, vous avez, enfin dans les temps, par rapport à ce qui se passe en temps réel, vous avez les triggers. Et les triggers, donc c'est les trucs qui vous donnent la position du moteur, du vélo. Ben, vous avez des compteurs hein, du nombre de home. Si vous avez un home, donc ça veut dire un pulse tous les 2 tours, ben, vous avez un compteur. Et les triggers aussi, si vous avez 36 dents sur la poulie, bah, ça incrémente de 36 par tour. Vous pouvez utiliser ces trucs, par exemple si vous voulez faire des actions très très précises en fonction du nombre de dents ou de tours, mais le problème c'est que ces compteurs, à un moment ils saturent et puis ils retournent à zéro. Par contre, on peut toujours les utiliser. Si vous arrivez à trouver un moyen de stocker la valeur précédente et la valeur suivante, bah vous pouvez utiliser ça pour savoir si quelque chose a changé. Par exemple, s'il y a eu une rotation un cycle de plus, parce que le home counter il a incrémenté, il a changé, ça veut dire que vous avez eu au moins 2 rotations. Et ici, il y a un tas de choses. Et donc il y a des paramètres qui sont en fait ceux que vous allez définir vous-même, et il y a beaucoup de paramètres qui sont prédéfinis. Et il y en a certains qui sont prédéfinis mais qui ne sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui parce que vous pouvez vous-même les définir maintenant. Exemple, ici, vous avez le TPS, mais vous avez le TPS rate, donc la vitesse de changement du TPS. Mais en fait, en réalité, bon malheureusement je dois fermer, dans les advanced features, vous avez aussi rate of change et vous pouvez définir vos propres rates. Donc moi, par exemple, j'ai un TPS MyRate. Donc en fait, en réalité, vous n'avez pas besoin qu'il vous prédéfinisse le TPS rate parce que vous pouvez vous-même le définir en envoyant ça dans cette fonction de rate. Mais bon, ça, c'est déjà prédéfini, donc c'est pas mal. Ça vous libère les fonctionnalités advanced pour autre chose. Voilà, donc ici, il y a vraiment enfin vraiment beaucoup de choses et c'est intéressant d'aller voir parce que il y a des trucs assez surprenants, hein. Et dans le temps, par exemple, si vous avez le chapitre Ignition Correction, donc vous avez toutes les modifications d'allumage dues à tout. Vous voyez, quand il y a un knock, quand il y a traction control, anti-lag et tout ça, et vous pouvez donc faire aussi utiliser ces paramètres pour faire des calculs.
Voilà. Passons aux fonctionnalités advanced. Alors, comme je l'ai déjà dit, ces fonctionnalités, il faut les voir comme des boîtes de data processing dans lesquelles vous avez des entrées que vous pouvez choisir parmi quasiment toutes les données ou toutes les données qui existent dans le boîtier, il y en a beaucoup. Et vous obtenez une valeur, une sortie, que vous pouvez ensuite réinjecter de nouveau, soit dans les mêmes, enfin dans d'autres boîtes de processing ou l'utiliser ailleurs. Là, on peut utiliser, c'est-à-dire dans des fonctionnalités prédéfinies, genre dans les cartos de fuel, vous pourriez ici avoir le paramètre que vous avez calculé. Alors, les user tables, donc il y en a 20, hein, c'est quand même pas mal. Ça sert à deux choses. Ça sert à calculer une valeur en fonction de quelque chose, donc, parce que c'est une carto. Une carto, il faut voir ça comme une table pré-calculée. Vous pourriez exprimer ça sous forme d'une formule, mais voilà, si vous ne savez pas quelle formule ça fait, ben, vous aurez donc juste des échantillons, des valeurs. Mais on peut donc créer une valeur que vous allez pouvoir utiliser, elle s'appellera userTable1, mais on peut même simuler l'existence de certains capteurs ou de certaines informations au niveau du boîtier. Donc d'abord, donc ça ce sont des cartos génériques. Quand elles sont génériques, ça veut dire que vous pouvez mettre à l'entrée de l'axe, des axes, n'importe quel paramètre de tout ce qui existe dans le boîtier. Ok, bon. Engine total time, par exemple. Boum, boum. Ok. On peut ajouter un autre, un autre axe. Là, on va faire lambda. Je mets au hasard. Voilà, on a une carte 2D avec des valeurs en sortie. On peut même ici injecter soi-même, c'est-à-dire on est dans la user table 1. Ben, on peut mettre ici à l'entrée la sortie de la table user table 1. Je ne sais pas ce que ça va faire, c'est une boucle. Ça ne veut pas dire que le boîtier va planter, mais ça veut dire que vous avez une rétroaction. Enfin bon, ça peut faire des trucs intéressants. Et vous avez, dans ces cartos génériques, vous avez la quatrième dimension. Donc la quatrième dimension, elle est moins visualisable parce que ces dimensions-là, vous pouvez pas présenter la carto sous cette forme-là. Mais la quatrième dimension, on ne va pas vous montrer un cube. Enfin, ils n'ont pas encore fait. Et par exemple, vous avez moins de possibilités comparé à là. Mais vous pouvez donc ajouter des colonnes, par exemple, d'accord. Et pareil, vous pouvez mettre n'importe quel change access source et vous pouvez mettre n'importe quel paramètre. Bon, je sais pas, will sleep, pourquoi pas. Voilà, boum. En fonction donc de la perte de l'adhérence, vous aurez des cartes différentes. Donc à chaque fois que vous cliquez ici, en fait, bon, ça se voit pas parce que c'est pareil, mais en réalité, c'est des cartes différentes. Voilà. Et deuxième truc, donc ça vous avez créé un paramètre, userTable1, que vous pouvez utiliser dans un tas d'endroits où vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez même dire que cette sortie-là, elle sera utilisée. Donc ça s'appelle use another function. Enfin bon, les noms, moi ça me dit rien. Vous pouvez même dire que en réalité c'est un paramètre qui était censé être un paramètre, enfin je sais pas, par exemple, imaginons vous n'avez pas de capteur de température. Et ben vous pouvez dire que votre carto elle remplace le capteur. Donc en fait tous les endroits, donc encore une fois, et le problème c'est qu'ici ça s'appelle Cool Temperature Sensor, mais dans d'autres endroits, par exemple Power Lambda, là ils vont vous écrire CLT, d'accord. Mais dans tous les endroits où vous avez CLT, et ben en fait ça va utiliser la valeur que vous venez de calculer avec votre carto. Donc vous n'avez pas de capteur CLT, bah vous utilisez ça. Vous précalculez un truc, peu importe ce que c'est, et puis vous l'injectez dans ce paramètre interne. Je crois que vous pouvez même mettre RPM. Et je crois qu'il y a une limitation, voilà.
il va dire RPM, mais pas pour le fuel et ignition, parce que ça doit être super câblé. Donc, mais pour toute autre utilisation, bah, ça utilisera votre RPM ou le speed, par exemple, pour faire croire qu'il y a un capteur de vitesse. Enfin, que les capteurs que vous avez mis calculent une vitesse et vous allez injecter ça au lieu d'utiliser bah, les roues, tout ça. Enfin bon, vous voyez, vous pouvez simuler l'existence des informations. L'essentiel, c'est que vous les injectez dans le système global du boîtier et ensuite, bah, ce truc, il est diffusé de partout. Alors ensuite, les internal outputs. Alors les internal outputs, c'est des trucs qui vous permettent de créer des sorties virtuelles à l'intérieur du boîtier. Donc d'ailleurs, avant, ça s'appelait Virtual Digital Inputs, hein. Bon. Et en fait, c'est marqué, il faut utiliser les internal outputs. Donc en réalité, ce sont des sorties internes. C'est-à-dire que ce sont des signaux binaires, 0 ou 1, qui, en fonction des conditions que vous avez définies, passent à 1 ou à 0. Euh, et vous écrivez vous-même les conditions. Donc, par exemple, ici, vous n'avez qu'une seule, avec des paramètres en entrée, et les paramètres, vous les choisissez comme d'habitude dans le choix de tout ce qui existe. Donc ici, par exemple, si le RPM dépasse 3000 tours, alors ça sera à 1, sinon ce sera à 0. Et ce truc-là qui est écrit inactif, ça ne veut pas dire que la sortie, globalement, est active ou utilisée ou pas. Ça veut dire, enfin, si vous avez plein de conditions, ça veut dire que cette condition, à ce moment T, maintenant, est inactive, elle est à 0 ou active à 1. Bon, c'est comme ça. Parce qu'on peut très bien définir ces trucs pendant que le boîtier tourne. Donc, en fait, le machin, en fonction de ce que vous allez écrire et en fonction des paramètres temps réel, ça va passer en vert, actif, ou rouge, inactif. Donc, ici, vous pouvez choisir le nombre de variables en entrée, donc jusqu'à 5, et puis la fonction logique qui va être utilisée entre ces conditions. Donc si c'est un OR, donc c'est si une de ces conditions est utilisée, pouf, le machin il passe à 1. Vous donnez le petit nom au signal. Voilà. Et donc il y a des fonctions logiques prédéfinies. Et les 5 premières qu'il faut économiser, donc première sortie, elles ont une fonctionnalité en plus, c'est qu'elles ont les custom expressions. C'est-à-dire que vous écrivez vous-même votre équation. Donc moi, par exemple, c'était une condition qui n'existe pas dans le choix ici. Et ben je l'ai écrite donc moi-même avec une équation logique. C'est documenté pour une fois. Par contre, le problème, c'est que la case, là, où on peut rentrer la condition, elle n'est pas très longue. Donc, moi, une fois, j'ai pas réussi à écrire mon équation logique, il n'y avait juste pas assez de place. Et alors, oubliez les espaces, hein, dedans, sinon vous gaspillez trop. Donc, ça, c'est déjà vachement bien, parce que vous créez donc des bits logiques. Mais vous avez en plus ce truc qui s'appelle input to control. Et en fait, ça vous permet de contrôler des choses à l'intérieur du boîtier. Donc par exemple, les compteurs, bah, vous pouvez, à chaque fois que ce truc passe à 1, il sera compté par les compteurs, parce qu'il y a des user counters. En fait, c'est une fonctionnalité qui est définie là, input. Il va apparaître dans les inputs. Bon, ok, très bien, pourquoi pas. Euh, donc là, j'étais là, donc vous pouvez ici contrôler des choses. Par exemple, vous avez certaines cartos qui sont activables avec un switch, avec un signal binaire en fait. Et en fait, ça vous permet justement d'activer certaines cartos, par exemple. Bon, ils ont prédéfini ces choses, hein, pourquoi pas. Mais vous pouvez, donc il y a par exemple, il y a des timers. Vous pouvez lancer un timer du vrai temps, quand la fonction est à 1. Ça vous permet de faire des lignes de retard ou des choses comme ça. Et donc, vous en avez des comme ça, hein, de sortie additional. Donc, vous pouvez contrôler directement à l'intérieur du boîtier tout de suite avec cette entrée. Vous n'avez pas besoin de faire une carto spécifique pour ça. Et comme n'importe quelle information interne du boîtier peut être envoyée à l'extérieur, ben, vous pouvez contrôler avec ce internal output une sortie, une vraie, du boîtier. Donc il suffit de
configurer, moi je prends au hasard une sortie. Et je mets ici un user output 2. Il apparaît tout de suite ici. Et là, vous allez choisir le internal output status de. Vous écrivez s'il est égal à 1. S'il est égal à 1, il sera 1. Et s'il est égal à 0, il sera 0. Voilà. Donc vous l'envoyez aussi à l'extérieur. Cool, hein? Alors, rate of change. Donc les rate of change, c'est des fonctions mathématiques qui permettent de calculer la première dérivée des paramètres, donc en fait le taux de changement des paramètres. Donc ces rate of change sont bien foutus parce que vous pouvez choisir la fenêtre d'observation sur laquelle vous regardez donc dans quel sens ça a changé et de combien. Et en plus, vous pouvez filtrer. Évidemment, vous pouvez choisir n'importe quel paramètre d'entrée dans le choix habituel. Alors moi, jusqu'à maintenant, je n'ai vu qu'une seule utilisation, c'est pour le Accel Enrichment. Alors, pourquoi je calcule TPS? C'est parce que comme j'ai dit, mon TPS à moi, c'est pas le TPS de base. Comme j'ai un papillon un peu spécial, j'ai une carto spéciale qui donne la fonction en fait à combien c'est ouvert à partir de l'entrée en fait mesurée sur une entrée analogique. Et donc mon TPS rate aussi sera différent, donc je le calcule. Et je calcule aussi le MyMap parce que dans le boîtier, il y a le map rate, mais c'est pas clair du tout sur quels sont les paramètres qu'ils utilisent pour ça. Et moi, je pense qu'ils utilisent ça. Et en fait, moi, j'observe que ce map rate, il est très bruyant. Donc, j'avais mis un truc sur 100 millisecondes, observation sur 100 millisecondes, et ça me fait un truc qui est moins bruyant. Donc, j'utilise les deux pour le Accel Enrichment. Pourquoi? Parce que vous avez toujours besoin du TPS, sauf si vous avez un moteur en marin qui est d'un paquebot. Vous avez besoin d'un TPS parce que c'est une information, c'est une anticipation sur l'enrichissement qu'il va falloir faire quand vous appuyez soudainement sur un accélérateur. Vous devez enrichir sur les parois et vous ne pouvez pas savoir ça parce que c'est en avance. Donc, il n'y a que le TPS qui va vous donner l'info sur de combien ça va augmenter. Il va falloir enrichir sur les parois. Et le map, c'est parce qu'une fois que le TPS ne bouge plus, vous pouvez quand même avoir le map qui change assez rapidement. Par exemple, dans les moteurs turbo, pédale à fond, vous pouvez avoir le boost qui continue à monter assez rapidement et donc il faut enrichir aussi. L'Accel Enrichment peut se faire aussi sur le RPM rate, il est dispo dans le boîtier, sur des moteurs qui vont très très vite dans les tours et qui ont la VE qui augmente dans les tours par exemple. Bon. Donc pour l'instant, j'ai pas vu d'autres utilisations de ces rates. Math Channels, ce sont juste des fonctions mathématiques de base. Donc vous avez un choix, donc jusqu'à 5 paramètres que vous pouvez, donc vous avez tac. Et moi, par exemple, je calcule l'AFR parce que je suis plus habitué à l'AFR qu'à la lambda. Donc je prends les lambda qui sont dispo. En fait, le boîtier utilise les lambda et je multiplie par 14.7 et j'obtiens l'AFR que je peux par exemple afficher ou éventuellement utiliser dans les cartons. Enfin bon, pour l'instant, je ne fais qu'afficher. J'ai eu aussi d'autres tentatives, enfin des trucs plus compliqués. Celui-là, je l'utilise, c'est pour faire basculer le lambda autour de la lambda 1 pour les Pocata. Et puis, il y a un truc avec le ralenti parce que j'ai essayé de réparer les trucs qui manquaient dans le contrôleur de ralenti, mais j'ai pas réussi. Il y a des bugs. Et ça, Build Builder, c'est tout simplement, c'est un peu la même chose que les internal outputs. Internal outputs, chaque output c'est un bit. Et là, on vous donne la possibilité d'assembler des octets à partir de ces bits. Donc vous pouvez mettre ici des switches, en fait toute donnée binaire qui existe dans le boîtier.
Et les conditions ici, par contre, sont très simples. Elles ne sont pas aussi sophistiquées que dans les internal outputs où vous pouvez mettre plein de conditions. Là, vous pouvez mettre qu'une seule condition, mais rien ne vous empêche de mettre internal output. Enfin, en fait, juste recopier le bit qui existe déjà ou un flag, peu importe, et le mettre là. C'est juste pour assemblage et apparemment pour le CAN, c'est utile. Maintenant, je vais expliquer des trucs un peu plus, je pense, difficiles à expliquer comme ça, que j'ai découvert, mais je ne pense pas avoir tout découvert. Donc, en fait, il y a donc, on n'est plus dans les advanced, on est dans les inputs and outputs. Il y a des choses qui apparaissent dans inputs et outputs quand vous activez certaines fonctionnalités. Donc, la plus simple, c'est que vous utilisez un user output. Moi, j'ai utilisé, comme c'est relativement générique, donc les ignition out, vous pouvez les utiliser pour autre chose que ignition. Moi, j'ai 6 cylindres et j'ai 8 sorties. Donc, j'ai utilisé ça pour brancher le beeper. Donc, j'ai branché un beeper et je le fais beeper, par exemple, quand le knock quand le knock est détecté. Euh, Quand vous mettez là user output 1, en fait, dans les outputs, vous avez ce truc qui apparaît pour le output 1. Vous pouvez donc écrire l'équation de ce output. Bon, dans mon cas, c'est juste ce signal. Donc, output donc detect et c'est envoyé sur le bip. Vous pouvez évidemment avoir des conditions plus complexes. C'est la même chose que pour les internal outputs. Alors ensuite, quand vous choisissez sur une sortie quelconque ce truc là, user PVM1, donc il y en a plusieurs de user. Vous voyez 6. Il y a un menu qui apparaît là et qui vous permet donc de configurer cette sortie. Donc PVM, ça veut dire Pulse Width Modulation, donc modulation de la largeur du pulse. Donc vous avez un signal d'une fréquence constante que vous choisissez. Et ensuite, la largeur du pulse est modulée par le paramètre qui s'appelle duty. Donc le duty, c'est 100%, ça veut dire que c'est tout le temps à 1, 0, et 50%, c'est moitié du temps à 1, moitié du temps à 0. Ça, c'est une sortie binaire. Et moi, j'ai défini, donc ça c'est une carte générique complètement, et moi j'ai juste défini un transfert direct de la valeur dans le duty. Pas compliqué. Ensuite, si vous voulez utiliser un user PID, donc vous avez un user PID, vous avez 4 user PID que vous pouvez utiliser, donc c'est des contrôleurs PID génériques. Vous êtes obligé de l'assigner à une sortie. Moi, par exemple, c'est une sortie donc, que j'ai assignée, mais en fait, je ne l'utilise pas. Autant que d'ailleurs, celle-là non plus, PVM, je ne l'utilise pas. Comme c'est une sortie donc le switch to ground, si je le branche pas, ça ne représente aucun danger parce que quand c'est pas actif, bah, ça pendouille, il n'y a pas de signal. Et quand c'est actif, il y a la masse dessus. Donc tant que vous ne branchez pas ça sur ce 12 volts, il n'y a pas de danger. Voilà. Donc vous allez avoir le contrôleur PID qui apparaît dans les outputs. Et ce contrôleur PID, il est en fait assez sophistiqué. Il est quasiment aussi sophistiqué que le contrôleur de ralenti, mais avec l'avantage, c'est qu'il y a le e-limiter. C'est pour ça que je voulais l'utiliser. Bon, par contre, malheureusement, je pense que personne n'a jamais utilisé UserPID parce que j'ai regardé toutes les cartos données en exemple sur le site, enfin toutes celles que j'ai regardées, il n'y a jamais d'utilisation de UserPID. Et moi, quand j'essaie de l'utiliser, il ne marche pas. Il est buggé. Donc, ils ont reconnu qu'il y avait un bug. C'était censé être fixé dans le patch que j'ai, le 154. C'est pas fixé. Je ne sais pas s'ils vont fixer. Moi, j'aimerais bien parce que c'est quand même assez pratique. Mais en fait, ça, c'est un des aspects enfin, intéressants, disons. MaxSecure est utilisé sur en fait, une gamme de moteurs assez étroite, j'ai l'impression.
Donc si vous avez quelque chose qui sort de tout ça, ou si vous avez un moteur inhabituel, ou si vous avez trop d'imagination, vous allez commencer à utiliser des blocs qui en fait ne marchent pas, enfin qui n'ont jamais été testés, et donc et eux ils ne les testent pas assez. On a aussi fonctionnalité timer. Donc dans les input functions, il y a les timers et il y a les compteurs. Enfin, compteurs. Compteur, ça va compter en fait le nombre de fois où vous avez eu un événement. Donc les timers, le timer, c'est juste ça allume le timer et puis il va compter le temps. Donc moi j'utilise un timer voilà, ici pour générer en fait un truc qui compte jusqu'à 3 secondes et puis après qui repart à 0. De 0. Donc c'est un truc que j'utilise pour faire basculer la richesse autour de la lambda 1 et ça ne se fait que moteur chaud. Donc je fais ça, vous voyez les conditions c'est coolant au-dessus de 80 et puis il faut que ça ait un peu fonctionné 30 secondes parce que sinon les lambdas ne sont pas assez chaudes, elles marchent pas correctement. Et quand vous activez ça, vous avez un truc qui apparaît, mais cette fois il apparaît dans les inputs. Alors d'après eux c'est logique, j'imagine. Et là, vous avez la configuration du timer. Et donc, moi, j'ai mis run when active, restart when max value is reached. Donc, en fait, ça compte jusqu'à 3 et puis après, ça recommence. Alors là, je vais vous expliquer un des trucs que j'ai essayé de faire qui est assez... Enfin, moi-même, je m'y perds. Donc, il va falloir s'accrocher. Donc, c'est ma tentative de modifier le contrôleur de ralenti. Alors, le contrôleur de ralenti, donc, dans la première vidéo, j'avais expliqué. Donc c'est un contrôleur PID normal avec les PID. Le problème c'est que, bon, il y a plein de paramètres là, mais ce qui manque ici, c'est la limitation de la valeur de I. Ce qui fait qu'il y a des conditions où le contrôleur commence à déconner. Par contre, si vous allez dans le user PID, là vous l'avez, cette valeur. D'accord? Donc ce que j'ai voulu faire, c'est utiliser le contrôleur de PID tel qu'il est, sauf que je mettais le gain I à 0, donc je n'avais pas de composante I, d'accord? Et par contre, utiliser le user PID, où je mettais tout à 0, sauf la composante I, et puis je la limitais. Donc, donc ce qu'il faut faire, en gros, c'est qu'on les met dans les mêmes conditions, ces deux contrôleurs, ils observent exactement les mêmes données. Alors vous voyez par exemple la souplesse du truc. Ici, j'avais donc ici j'ai le idle target, d'accord? J'ai une table. En fait, je ne la rentre pas de nouveau dans le user PID, je recopie tout simplement parce que ce paramètre target RPM, il est disponible dans les paramètres hein, idle target RPM. Et puis je l'ai juste recopié. Donc quand bon bref, vous voyez, c'est juste un transfert linéaire. Alors donc une fois qu'on a ces deux, donc on a deux boucles PID qui fonctionnent à partir des mêmes entrées, qui observent les mêmes sorties, mais qui ne calculent pas la même chose. Et donc en fait, il faut additionner. Donc le premier, il calcule le P et le D, et le second, celui-ci, il calcule le I, et ensuite il faut juste faire la somme. Donc pour faire la somme, j'utilise évidemment un math channel, myAddlSum, où j'additionne donc les deux, hein, user PID et puis le idle control duty here. Donc en fait c'est ça le paramètre, sauf qu'aujourd'hui c'est à 0 parce que bon, malheureusement ça ne marche pas, mais normalement il faudrait que ça soit 1. 1, pourquoi? Parce que c'est multiplié A par B, donc par 1, plus, donc en fait ça fait A plus C. Ok? Donc vous avez ce truc qui génère donc le myIdleSum qui est en fait le duty. Et maintenant, le duty, il faut l'envoyer sur une sortie. Et pour ça, j'utilise le user PVM où justement je reprends le myIdleSum
qui est le duty, et puis je l'envoie sur la sortie. Et la sortie, je l'avais configurée dans les sorties sur le là. Normalement, ici, j'aurais dû avoir une sortie pour le idle, mais en fait, j'ai mis ce PVM 1 user. Mais pour que le idle, le contrôleur de idle soit aussi activé, j'ai dû choisir sur une sortie inutile le idle PVM solenoid. Donc en fait ça active le contrôleur de ralenti normal. Voilà, donc j'ai deux contrôleurs qui marchent en parallèle. On fait la somme et on envoie ça sur la sortie du PVM. Malheureusement, j'ai constaté que le UserPID ne marche pas. Donc aujourd'hui, c'est désactivé. Bon, je garde cette somme machin. Donc en fait, mon contrôleur, il marche tout le temps comme ça, sauf que c'est le contrôleur de ralenti qui calcule tout parce que ben, le contrôleur user, il marche pas. Il y a un bug. Et ils l'ont reconnu. Je vais m'arrêter là, puisque j'avais dit que dans cette vidéo, je décrivais des fonctions avancées. Dans la prochaine vidéo, je parlerai d'autres détails que j'ai oublié de préciser dans la première vidéo. Et aussi, je vous montrerai comment fonctionne le knock et le traction control. Parce que c'est intéressant. Bon, il y a des bugs, mais c'est aussi intéressant parce que je pense que pas beaucoup de gens s'imaginent comment ça marche réellement. Et moi, j'ai des logs détaillés du fonctionnement. Salut!